Alors, on le voit bien, les consommateurs sont de plus en plus acteurs dans leur alimentation, dans leur consommation plus généralement, mais de leur alimentation en particulier. Et ils veulent l'être aussi en matière de santé, grâce aux nouvelles technologies. J'appelle à ce micro Anne Tissot, directrice des affaires publiques et market access de Merck Serono. Soyez la bienvenue. Donc, c'est la division biopharmaceutique du groupe Merck dans les biotechnologies. Médicaments et solutions connectées, c'est le thème de cette 5e conférence de la journée. Anne Tissot, vous allez nous présenter un modèle innovant utilisé aujourd'hui pour le traitement des pathologies, mais un modèle transposable à la nutrition et aux compléments alimentaires. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Effectivement, je vais essayer de me reconnecter à vous parce qu'on va parler de santé, donc je me sens un peu éloignée des précédentes présentations. Mais effectivement, je crois que la richesse de ce forum, c'est effectivement de faire intervenir différents domaines et d'essayer d'explorer un petit peu les transposabilités possibles. Ce que l'on observe dans la santé, je vais vous parler davantage de patients que de consommateurs, mais l'objet de cette présentation est vraiment de voir dans quelle mesure le patient qui est, comme dans beaucoup d'autres domaines, de plus en plus acteur de sa santé, fait que la médecine connectée devient une réalité, et à l'inverse, en quoi la médecine connectée fait que le patient peut être beaucoup plus au centre de sa santé et de la médecine qu'il l'était auparavant. Alors, quelques mots simplement pour vous parler du groupe Merck, dont je représente aujourd'hui la division santé, mais qui est un groupe plus large, très investi, non seulement dans la santé, mais aussi dans les sciences de la vie et également dans la chimie et des technologies de haute performance, comme des cristaux liquides. Donc, on voit qu'on a des domaines assez variés au sein du groupe. C'est un groupe, pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un groupe qui, historiquement, est très investi dans l'innovation. C'est la plus vieille entreprise pharmaceutique au monde. Mais en chaque temps et à chaque période, c'est une entreprise qui a toujours voulu investir énormément dans l'innovation. Et aujourd'hui, on le voit dans le domaine de la santé. Alors, les principales aires thérapeutiques dans lesquelles nous sommes engagés en termes de stratégie sont des aires thérapeutiques de prescription, donc de spécialité. On est beaucoup dans la biotechnologie, donc on n'est pas dans le côté Merck Serono, on est vraiment dans la médication, les médicaments de prescription et de spécialité, qui, on va le voir, donne une teinte un peu plus particulière à la consommation du médicament, évidemment, qui est extrêmement réglementée et encadrée par les professionnels de santé et, évidemment, les autorités de santé. Alors, dans les différents domaines dans lesquels Merck Serono s'engage, donc principalement l'oncologie, la neurologie, le traitement de l'infertilité et l'endocrinologie, notamment avec des hormones de croissance, mais aussi des maladies cardio-métaboliques, évidemment, l'engagement de Merck Serono est historiquement dans le domaine de l'innovation thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau en termes de médicaments qui va faire que, effectivement, la prise en charge des patients, leur survie, la qualité de vie des patients va être améliorée grâce à ces thérapeutiques. Naturellement aussi, Merck Serono est un groupe du fait de son engagement dans l'oncologie, donc la cancérologie et l'immuno-oncologie. Merck Serono a toujours eu un investissement très fort dans la médecine personnalisée. Qu'est-ce que la médecine personnalisée ? C'est tout simplement cette réflexion autour du fait que chaque patient est différent et qu'on ne réagit pas tous de la même manière aux médicaments. Pourquoi est-ce que cette réflexion-là est devenue incontournable aujourd'hui dans la santé ? Tout simplement parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte dans des aires thérapeutiques extrêmement variées qui vont, vous le voyez sur l'écran, du traitement de la dépression au diabète, bien sûr à l'oncologie, mais également à l'asthme ou au traitement des migraines, etc. On voit que la réponse des patients aux thérapeutiques disponibles est extrêmement variable et qu'en moyenne, on a finalement 38 à 75% des patients qui ne répondent pas à leur traitement. Donc c'est un constat qui est évidemment un petit peu inquiétant quand on réfléchit à l'efficacité de nos traitements et qui en même temps est assez logique parce qu'en fait on avance dans la compréhension des patients et de ce qui les constitue d'un point de vue biologique, d'un point de vue génétique, mais aussi parfois d'un point de vue nutritionnel. Et tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui va expliquer que la réponse au traitement sera extrêmement différente d'un patient à l'autre. Alors qu'est-ce que c'est la médecine personnalisée ? C'est tout simplement la réponse que l'on va chercher à cette variabilité des patients, c'est-à-dire quels sont finalement
au-delà du profil génétique ou du profil biologique des patients, quels sont l'ensemble des éléments que l'on va pouvoir mesurer, observer, capter et analyser pour comprendre finalement, au-delà du médicament, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour s'assurer que l'on donne le bon médicament au bon patient, au bon moment et avec la bonne dose. Et évidemment, optimiser le taux de réponse que l'on aura avec ces traitements. En fait, si on réfléchit un petit peu plus loin, aujourd'hui on parle beaucoup de génétique, de stratification de la médecine, donc cette capacité que l'on a à identifier ces sous-groupes de patients qui génétiquement vont plus ou moins bien répondre à un traitement ou pas. Quand on réfléchit à la médecine de demain, en réalité on va beaucoup plus loin que ça. Et il y a de nouvelles définitions qui sont sorties, notamment la définition de la médecine P4. Alors P4 pour personnaliser, bien entendu, prédictif. Vous avez probablement tous entendu parler de Angelina Jolie et de sa campagne en faveur de la prédiction des risques de cancer du sein. On est typiquement dans la médecine prédictive. Mais la médecine de demain, elle doit être beaucoup plus préventive. On le sait aujourd'hui, quand on regarde certaines enquêtes, la tendance à la prévention de nos populations est faible. Finalement, les populations et les individus sont très peu sensibilisés à l'importance de la prévention, qui passe bien entendu par la vaccination classique, mais par énormément d'autres éléments, et y compris la nutrition, qui, plus on l'explore, plus on l'analyse, plus on se rend compte de l'impact de la nutrition sur un certain nombre de pathologies. Et puis, la médecine de demain, le 4e P, c'est qu'elle est également beaucoup plus participative. Et on l'a vu, l'individu est beaucoup plus acteur de son quotidien et de son bien-être, mais le patient demande également, et légitimement, à être beaucoup plus acteur de sa santé, à mieux comprendre ce qui va constituer à la fois ses niveaux de risque par rapport à une pathologie donnée, mais également ce qui va constituer sa probabilité et sa chance de répondre ou pas à un traitement. La voix du patient s'élève, elle devient beaucoup plus importante, et d'ailleurs, toutes les solutions digitales, réseaux sociaux ou autres, donnent une place à la voix du patient beaucoup plus importante qu'elle l'était avant, jusqu'au point où les patients peuvent maintenant influencer le développement de nouveaux traitements, décider qu'est-ce qui va faire la valeur d'un traitement et finalement améliorer et accélérer, ou en tout cas augmenter la perception des patients comme étant un acteur clé du système de santé et légitime à donner son avis. Alors on l'a vu, bien entendu, la technologie fait qu'on a énormément d'objets connectés qui se développent. Il y a une frontière à faire, même si elle est de plus en plus ténue, entre les objets liés au bien-être et les objets liés véritablement à la santé. On a vu qu'il y a foison d'objets connectés liés au bien-être, tout simplement aussi parce que l'individu quelque part est prêt à payer pour ces objets qui font partie de son quotidien et dans lequel il va trouver une dimension assez ludique de partage sociétal aussi, d'échange avec ses amis, avec sa famille, sur finalement les données qu'il va pouvoir collecter au travers de ces objets. De l'autre côté, on a la médecine connectée, qui est bien entendu un objet assez différent dans la perception non plus de l'individu mais du patient, et qui d'un point de vue économique est perçu différemment, puisqu'en France on a la chance d'avoir un système de santé qui prend en charge la plupart des biens de santé et des thérapeutiques. Et là, on est tout à coup face à des solutions, et c'est vraiment le sujet dont j'aimerais parler avec vous, on est face à des solutions pour lesquelles on n'a pas de modèle économique établi aujourd'hui. On est véritablement en phase de transition et le modèle économique reste à construire. Et on va voir que ça fait intervenir d'autres pistes, ou en tout cas d'autres axes de réflexion autour de ce modèle économique. Donc, vous l'avez compris, on n'est plus dans l'innovation thérapeutique pure. On n'est plus à se poser la question de la recherche et développement du médicament seulement. On est vraiment dans l'innovation en santé. Donc, au-delà du médicament, qu'est-ce qu'on va pouvoir associer au médicament pour en assurer l'efficacité, mais bien en vie réelle. Donc, on n'est plus dans l'efficacité mesurée dans les essais cliniques uniquement, mais on est effectivement dans un suivi en vie réelle, dans le quotidien du patient, pour comprendre cette équation en fait de l'efficacité en vie réelle, qui s'avère être beaucoup plus complexe que le patient plus le médicament. C'est le patient plus le médicament, plus des dispositifs médicaux, plus des programmes qui vont accompagner et supporter les patients, plus des applications
communication digitale, plus des services divers et variés, mais qu'on voudra de plus en plus ciblés pour des sous-populations en s'assurant qu'ils auront effectivement un impact. Et l'innovation en santé, c'est ça, c'est réfléchir à ces solutions connectées qui vont finalement d'une manière extrêmement agrégée créer du lien entre le médicament, le patient, les professionnels de santé bien entendu, mais aussi tout un tas de nouvelles technologies qui ouvrent les possibilités d'une manière beaucoup plus large. Alors, pour être un peu plus concrète, je voudrais vous montrer une illustration dans le domaine de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, pour ceux qui connaissent moins, c'est donc une pathologie de dégénérescence chronique qui amène au travers des années les patients malheureusement à développer poussée après poussée de sclérose en plaques à développer des séquelles. Donc ce sont des patients qui, une fois diagnostiqués, seront probablement sous traitement toute leur vie. En tout cas, pour ceux qui décident d'être sous traitement, le seront toute leur vie. Alors il y a évidemment plusieurs médicaments possibles et il y a des enjeux effectivement de décision thérapeutique, c'est-à-dire quel médicament est-ce qu'on va donner en premier à ce patient, et on va y avoir des enjeux de surveiller l'évolution de ce patient dans sa pathologie. Alors, très concrètement, entre le patient et le neurologue, comment ça se passe? Quand ce patient est diagnostiqué, bien entendu, c'est un choc émotionnel extrêmement fort. Il y a une expérience patient qui est extrêmement difficile psychologiquement. Il y a un besoin d'accompagnement et de suivi qui est extrêmement important. Et en même temps, même si notre système de santé est tout à fait on va dire proche des patients et qui donne véritablement accès à la médecine d'une manière assez facilitée, y compris financièrement, un patient qui a une sclérose en plaques, il voit en pratique son neurologue tous les 6 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe entre ces deux consultations? Évidemment, le patient va vivre un certain nombre d'événements. Et là, on voit 2 témoignages d'un patient et d'un neurologue où le patient dit tout simplement, voilà, à ma prochaine consultation, j'ai essayé de me souvenir des symptômes que j'avais vécus. Alors, on a évidemment toujours des patients qui vont enregistrer et se faire un tableau de bord assez régulièrement. Et puis, la majorité ne vont pas garder des notes ou en tout cas se souvenir précisément de l'évolution de leurs symptômes sur ce semestre. Le résultat, c'est qu'effectivement, et c'est aussi le constat du neurologue, quand il reçoit son patient, on aura des consultations qui seront courtes la plupart du temps et où l'enjeu va être effectivement de revenir sur l'évolution de ses symptômes et de la qualité de vie de ces patients et où bien souvent la consultation perdra de son sens et de son contenu par manque d'informations précises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça grâce à la technologie de la médecine connectée? C'est vraiment un projet sur lequel Merck Renault a commencé à travailler il y a déjà plusieurs années. Donc, le médicament en question, c'est Rebif. Rebif, c'est un médicament injectable que le patient s'auto-injecte. Donc, historiquement, on avait des auto-injecteurs assez classiques avec des seringues auto-injectables, des stylos pré-remplis, etc., tout un tas. Il y a quelques années, il y a déjà 5 ans, on a développé un auto-injecteur électronique que vous voyez en haut, qui s'appelle RebiSmart, et qui permet donc au patient, en posant tout simplement l'auto-injecteur sur sa peau, de procéder à l'injection sans voir l'aiguille, sans devoir passer par une injection sous-cutanée, qui techniquement est un geste que le patient doit apprendre à faire. Donc là, on a quand même une facilité déjà de l'injection. Et puis, le programme a évolué au cours des années, encore une fois, grâce à la technologie et aux possibilités qui se sont révélées. Le programme a évolué en liant en fait cet auto-injecteur à une plateforme web, à un cloud qui s'appelle MS Dialogue. Qu'est-ce que ça fait en pratique? Le patient s'auto-injecte le médicament. Il pose son auto-injecteur sur un pod. Le pod transmet l'ensemble des données à ce cloud et on a donc l'ensemble des données liées aux injections, jour, date, profondeur de l'aiguille et site de l'injection, puisqu'il y a aussi un enjeu pour un maladie chronique qui se fait des injections régulièrement de changer de site, tout simplement pour éviter les hématomes. Donc là, on a un enregistrement dans un premier temps de tout un tas de données liées aux injections. Et puis, en parallèle, on a aussi développé une application digitale, donc sur smartphone ou sur tablette, que le patient peut utiliser et renseigner des questionnaires de qualité de vie. Donc, on va en fait suivre la qualité de vie selon des critères définis, fatigabilité, humeur, relations sociales, dans quelle mesure le patient finalement va s'extraire de la société et se renfermer chez lui
pour des questions liées à la fatigue et à la pathologie elle-même. Donc là, ça permet à nouveau d'avoir un autre discours et d'autres échanges avec le médecin autour de la qualité de vie et de l'évolution des symptômes de qualité de vie du patient. Toutes ces données sont envoyées sur le cloud et on va voir qu'évidemment, derrière, il y a également un enjeu de données et d'extraction de données. Alors, sous une autre forme, qu'est-ce que ça permet de faire? Effectivement, on a ces deux, le device d'un côté, donc l'auto-injecteur et l'application web qui va permettre de générer tout un tas de données. Encore une fois, le patient est beaucoup plus acteur de sa maladie, il a ce carnet de bord régulièrement renseigné et qui va pouvoir et qui va lui permettre d'optimiser très largement et très directement la communication et les échanges qu'il aura avec son neurologue, ce qui va bien entendu éclairer des décisions thérapeutiques possibles. Alors, quand on regarde le système dans son ensemble, qu'est-ce que ça donne? Il y a donc à votre gauche le patient qui renseigne ces données-là, les infirmières qui évidemment sont des acteurs clés dans la santé et qui vont être en contact beaucoup plus fréquent avec le patient que l'est le neurologue. Donc les infirmières se connectent et peuvent également visualiser ces données propres aux patients. Les neurologues renseignent, peuvent visualiser et avoir des alertes sur l'observance, c'est-à-dire que si le patient décroche en termes d'observance, autrement dit, s'il ne s'injecte pas le médicament comme prévu, il y aura une alerte chez le médecin et la possibilité pour le médecin de contacter le patient et d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les injections n'ont pas été faites comme prévu. Bien entendu, ces applications évoluent dans le temps et donc l'objectif pour nous, c'est d'intégrer des données d'imagerie dans le système à l'avenir, puisque dans ces pathologies-là, il y a aussi une surveillance d'imagerie qui est extrêmement importante. Et puis, tout au bout, on comprend bien que ce système, ce cloud, il va permettre de collecter énormément de données sur ces patients, alors qu'évidemment, on est dans un système extrêmement réglementé, on est sur la donnée patient santé. Donc, les données sont agrégées et anonymisées et pourront être extraites pour tout un tas d'utilisateurs possibles, qui en donnent les droits évidemment. L'industriel, pour nous, c'est extrêmement important de voir comment l'utilisation de notre médicament évolue et notamment est-ce que les niveaux d'observance sont bons et éventuellement qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer les niveaux d'observance, mais également dans les échanges avec les autorités de santé, puisque là, on est dans un système réglementé, le prix et le remboursement sont fixés évidemment par les autorités, je parle du traitement. Et évidemment, les autorités nous demandent à nous, industriels, de fournir des données en vie réelle très régulièrement pour justifier de l'efficacité en vie réelle de notre traitement. Donc là, on a une source et une capacité à générer de la donnée d'une manière industrialisée et régulière, agrégée et anonymisée, bien entendu, qui vont permettre d'éclairer et de nourrir également les discussions que l'on a avec les autorités de santé. Alors, vous le comprenez, il y a finalement 3 challenges derrière ce type de solution. Le premier, c'est la data, et je vais en reparler rapidement. Le deuxième, c'est les partenariats, puisque par essence, nous, professionnels de la santé, on a l'expertise et les compétences en termes de développement, de recherche et de développement de médicaments. Quand il s'agit de développer ce type de solution, on va bien entendu chercher de l'expertise à l'extérieur et sur des partenaires potentiels. Et puis le modèle économique, je vais en reparler rapidement, qui n'est effectivement à ce jour pas établi. Alors, quelle est la valeur en fait des données pour le patient? On l'a compris, ça va favoriser pour lui le rendre plus acteur de sa pathologie, mieux comprendre le suivi de sa pathologie, avoir un rôle beaucoup plus actif et une interaction avec le médecin qui sera beaucoup plus riche en termes d'arguments et de décisions autour de la décision et de décisions thérapeutiques. Pour les professionnels de santé, ça permet également un suivi beaucoup plus régulier et à nouveau d'éclairer leurs décisions thérapeutiques. Pour les partenaires qui rentreraient dans ce type de modèle et de développement de solutions, bien entendu, la donnée permet de mesurer l'impact du service et de cette solution. À un instant T, ça permet aussi de voir l'évolution de cette solution et d'envisager de nouvelles fonctionnalités, nouvelles applications que l'on pourrait y associer. La donnée dans ce contexte-là est fondamentale à la fois sur l'efficacité du traitement qui en ressort et sur l'observance, mais aussi sur des dimensions économiques. Et puis, encore une fois, la donnée, elle a aussi de la valeur pour des payeurs. Alors, c'est les payeurs au sens large. Ce sont les autorités de santé, bien entendu, pour les médicaments remboursés comme celui-ci. Mais ça peut être aussi des payeurs privés, comme les assureurs ou les mutuelles, qui, à un moment donné, peuvent être intéressés d'accompagner leurs adhérents au-delà du médicament,
qui lui est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, au travers de services qui vont s'avérer être extrêmement valeureux pour le patient et pour le système de santé dans son ensemble. Je vais passer ça, parce que je crois que j'ai un peu en retard. Donc vous l'aurez compris, l'innovation en santé, c'est un sujet qui est extrêmement large, très au-delà du médicament, dans lequel il y a énormément de besoins non couverts aujourd'hui. Encore une fois, cette équation complexe de l'efficacité en vie réelle du médicament, on est en train de l'explorer depuis quelques années seulement. On comprend aujourd'hui quels sont les critères et les facteurs qui vont influencer cette efficacité en vie réelle, et c'est un élément majeur de la médecine de demain. On a à nouveau des patients beaucoup plus participatifs, ce qui change aussi le paradigme et qui rend ce type de solution possible et développable. Ces solutions-là font intervenir une multiplicité d'acteurs avec des compétences. Il y a de la technologie, il y a de l'analyse de données, ça a été extrêmement bien présenté tout à l'heure sur le big data, même si là on n'est pas sur des échantillons à la hauteur du huge data, on est sur du small data, mais il n'empêche que cette dimension data est évidemment essentielle et nécessite de faire intervenir des compétences particulières en termes d'analyse. Donc on le comprend, il y a des opportunités pour des partenariats et il y a un modèle économique à construire. On est à nouveau dans un système aujourd'hui public de sécurité sociale qui rembourse le traitement mais qui ne prend pas en charge ces solutions. Donc pour vous dire, nous, cette solution est mise à disposition gracieusement pour les prestataires de santé et pour les patients. Le RebiSmart, l'auto-injecteur, c'est un dispositif qui coûte à peu près 500 € par patient. Il est fourni gracieusement aux patients. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on croit en cette évolution de la médecine et à la valeur que peuvent amener ces dispositifs dans la prise en charge du patient, mais on comprend bien que le modèle économique reste à construire, et ce modèle économique, il ne se construira qu'au travers des données. Je suis convaincue que ce modèle économique ne fait de sens et ne pourra faire écho pour des payeurs que si on a les bonnes données derrière. Alors, bien entendu, on est dans un domaine extrêmement favorable à l'innovation collaborative également, puisqu'il y a des questions évidemment de créativité qui se posent et de réfléchir avec l'ensemble de l'écosystème, donc non seulement le patient, les partenaires santé, mais également d'autres acteurs type assureurs ou opérateurs ou spécialistes en technologie de santé, de réfléchir ensemble à quelles solutions est-ce qu'on peut imaginer pour demain, mais aussi quel modèle économique est-ce qu'on peut imaginer pour demain pour ces solutions. Et puis évidemment, en toile de fond dans la santé, on a toujours la dimension réglementaire et de compliance. Très rapidement, une dernière illustration parce que je la trouve intéressante parce qu'elle fait un lien entre la nutrition et la santé. La phénylcétonurie, c'est une maladie orpheline métabolique qui fait que la phénylalanine ne se métabolise pas correctement chez ces patients. Donc en pratique, les aliments riches en protéines peuvent agir comme un poison pour ces patients. Cette pathologie est diagnostiquée tout petit, donc ces patients vont devoir avoir un suivi de leur alimentation extrêmement rapproché. Et on a développé donc une application smartphone qui sera lancée en juin comme un compagnon en fait au quotidien de ces patients pour surveiller leur taux de phénylalanine, mais aussi gérer leur nutrition avec des recettes et véritablement un accompagnement de calcul au quotidien pour ces patients-là. Hop, et si je vais un peu plus vite, juste pour vous dire que là, on a une très jolie illustration de collaboration innovative, d'innovation collaborative, puisque cette application a été développée en impliquant donc des docteurs, des spécialistes, des diététiciens, mais aussi des biologistes, bien entendu des patients et des membres d'associations patients, également la Société française des erreurs innées du métabolisme. Donc c'est vraiment un modèle que l'on a voulu construire dès le départ avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour réfléchir non seulement aux besoins et non couverts, mais également aux solutions qu'on pouvait proposer à ces patients. Merci. Anne Tissot de Merck Serono, merci infiniment pour cet exposé captivant. Alors, il nous reste quelques petites minutes, peut-être si vous avez des questions avant la pause déjeuner. On peut prendre une ou deux questions rapidement. Oui, non, ça vous a laissé sans voix.
Tout le monde a faim. Je pense que peut-être que tout le monde a faim, mais si vous voulez de toute façon poser des questions en direct avec Anne Tissot, vous restez un petit peu avec nous tout de même. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur la sécurisation des données, sur comment le patient peut être lui-même acteur de sa propre santé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il veut devenir son propre médecin? Est-ce qu'il n'y a pas une limite à fixer? Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Si vous êtes intéressé par le sujet, bien évidemment, vous pouvez parler en direct avec Anne Tissot. Donc il est 12h30. Depuis 8h30 ce matin, on parle de nutrition, d'alimentation. Je pense que l'heure est venue de passer de la théorie à la pratique.